Amis de 4 et des Arduino, bonjour. On dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. En fait, dans la vidéo précédente, où je vous présentais mon petit système open source 4, je vous ai indiqué que en fait, j'avais un petit bout de cette vidéo que j'avais oublié de mettre et que je vous présenterai dans une seconde vidéo. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. En fait, cette petite partie, c'était une partie de ma présentation qui expliquait éventuellement comment, les limitations de 4 et éventuellement comment on pouvait l'améliorer. Mais en même temps, suite à certaines remontées d'internautes, j'ai profité pour faire une version 1.3 qui, on va le voir, quand même permet d'économiser pas mal de mémoire. Et je pense que ça peut être quand même intéressant. Et voilà, je vais donc dans cette vidéo vous mettre le bout, on va dire, qui manquait, vous présenter en détail les modifications que j'ai fait pour gagner la précieuse mémoire. C'est vrai que sur un Arduino, il n'y en a pas beaucoup. Voyons maintenant quelles sont les limitations et possibilités d'amélioration de 4. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est que les temps sont en millisecondes, avec une résolution de la milliseconde. C'est-à-dire, je peux pas dire une tâche, je veux 1,5 millisecondes. Et des fois, une milliseconde, ça peut paraître long, enfin encore une fois, dans le temps des microcontrôleurs. Alors on pourrait utiliser micro, on pourrait faire un certain nombre de modifs, mais bon, je suis pas sûr que ça soit très intéressant, et surtout, si on commence à travailler à la microseconde, ça veut dire que de toute façon on n'arrivera pas à vraiment tenir cette résolution-là, donc le temps lui-même de 4 risque d'être pénalisant, et ainsi de suite. Donc, après on peut toujours essayer, c'est pas pour moi la meilleure solution dans ces cas-là. Moi, ce que je fais toujours dans un cas comme ça, c'est de faire ce que j'appelle une solution hybride. C'est-à-dire que j'utilise 4 pour les trucs qui n'ont pas besoin d'être super rapides, et je garde dans la loupe originale de l'Arduino et son setup original, en plus de 4, les trucs qui ont besoin d'aller plus vite. D'ailleurs, vous verrez dans le prochain truc que je vous présenterai, c'est ce que j'ai fait. Alors, la période n'est pas garantie. En effet, là, si on regarde, si le temps des tâches qu'elles se mettent à faire, ou le temps de toutes les tâches cumulées avant que ça arrive à la même, ça fait plus d'une milliseconde, la périodicité sera fausse. C'est-à-dire que si on a besoin d'avoir une certaine justesse sur le fait de se dire, moi cette tâche-là, je veux qu'elle se fasse toutes les 3 millisecondes, là si on mesure, ça sera pas fait toutes les 3 millisecondes, parce que s'il y a 5 tâches, c'est pas du tout dit que ça soit fait comme ça. Alors, dans beaucoup de cas, on s'en fout. C'est pas gênant. Alors, il y a une chose qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, c'est-à-dire que ce qu'on calculerait dans les tâches, c'est pas, le nombre de millisecondes restantes, mais c'est la valeur de milli au prochain appel, ce qui fait que dès qu'on arrive et qu'on voit que c'est supérieur ou égal, on le fait. Ça améliorerait un petit peu. Par contre, ça va être beaucoup plus chiant. Pourquoi? Parce que il y a toujours le problème de ce qu'on appelle l'overflow. C'est-à-dire que milli, alors c'est assez grand, c'est plusieurs jours, je crois. Je me rappelle plus trop, mais enfin ce qui est sûr, c'est que quand le compteur de milli va faire le tour, on va dire, il va dépasser la capacité d'un long, c'est un truc qu'il faudra gérer. Et en même temps, de toute façon, même en faisant ça, on n'aurait pas une bonne périodicité. Donc, si dans votre programme, vous avez besoin d'avoir un truc assez précis en disant, là, il me faut vraiment un machin toutes les 4 millisecondes, là, faut utiliser une interruption timer. Il n'y a que ça qui vous donnera vraiment cette précision. Et alors, la dernière des choses où là il faut faire des fois attention, c'est la synchronisation des tâches. C'est-à-dire que, comme on l'a bien vu, le switch entre chaque tâche se fait à la fin de chaque loop. Donc imaginez à un moment donné une tâche qui fait un truc genre while not button, c'est-à-dire j'attends qu'un bouton soit poussé. Il est bien clair que quand la tâche arrivera là-dessus, toutes les tâches vont être bloquées. C'est-à-dire là, ça va tout arrêter, ça va tout bloquer. C'est pareil, si on utilise delay, délai, quelque part, il fait tant que le temps n'est pas arrivé, je fais rien. Donc, ça, c'est toujours gênant. Et la bonne solution dans un cas comme ça, pour pas bloquer, c'est de faire ce qu'on fait déjà quand on avait un Arduino classique, c'est d'utiliser des variables d'état. C'est-à-dire, en fait, la loupe elle garde son état, se mettrait avec un flag qui dit j'attends que le bouton soit poussé, et quand elle aura la main, elle reprendrait. Mais c'est vrai que ça peut compliquer. Pareil pour délai. Alors, des fois, on peut être tenté de faire un truc comme ça, de dire, tant que j'ai pas un bouton, je rends en fait la main au superviseur, quelque part, à 4, et en fait, je rappelle la boucle. Alors, faire ça, c'est risqué. Alors, la première risque à faire ça, c'est quand on va appeler loop, il va rappeler toutes les tâches, y compris soi-même.
Ça veut dire qu'on aurait pris la précaution que la tâche en elle-même, elle soit réentrante. Sinon, on va avoir, je veux dire, quelque chose de récursif. Hein, c'est comme une fonction qui s'appelle elle-même. Ça va exploser la pile des appels parce que va garder toutes ces adresses de retour dans la pile et c'est pas bon. Mais même si on le gère bien, c'est-à-dire on peut imaginer une variable d'état dans la tâche qui empêche ce problème de réentrance. S'il y a plusieurs tâches qui font cela, ça va très vite devenir, je veux dire, ingérable et indébugable. Alors, et en même temps, sur les trucs comme l'Arduino, le niveau de réentrance est faible. Il n'y en a pas 10 000. Or, c'est toujours le heap, le stack. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la pile va déborder dans la mémoire de variables et ça va faire des... Donc je dirais, comme disait Régis, hein, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Honnêtement, il y a des cas où ça peut marcher. Hein. Je ne dis pas que je l'ai jamais fait ça, mais honnêtement, moi je vous conseille pas. Ce qu'il faut éventuellement faire, si vraiment à un moment donné on a des trucs comme ça, éventuellement on peut définir des méthodes statiques, par exemple dans certaines tâches qui vont régler des cas très particuliers, mais honnêtement c'est pas très facile à faire. Généralement, on en revient quand même à gérer plutôt des variables d'état et à faire voilà des automates finis dans les tâches, ce qui fait que même si c'est un peu plus complexe, ça sera beaucoup plus facile à maîtriser. Voilà donc pour cette partie que j'avais oubliée dans la dernière vidéo. Et maintenant, je vais vous parler de la version 1.3 de Cat où j'ai particulièrement en fait optimisé la mémoire. Je vous rappelle que quand on compile un programme, alors normalement, c'est ce qu'on voit sur l'Arduino IDE, et c'est pour ça que là je l'ai pris, j'ai pas pris code, il indique la place qu'il prend dans le stockage de programme et le nombre d'octets utilisés par les variables globales. C'est relativement séparé. Hein. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais je rappelle que l'Arduino utilise une architecture de type Harvard, c'est-à-dire que la mémoire de stockage du programme est complètement séparée de la mémoire de stockage, on va dire, des variables. Et c'est bien et pas bien, hein. Faut dire, c'est une architecture qui a des avantages et des inconvénients, mais qui n'est pas forcément la plus classique. Par exemple, sur un 6800, un Z80, un truc comme ça, généralement, on a plutôt une architecture d'Ivan Neumann, où en gros, c'est le même bus, c'est la même mémoire, enfin le même espace mémoire plutôt, pour parler correctement, qui abrite à la fois le programme et les RAM. Ce qui veut dire que si par exemple on a un problème de RAM, réduire le code, ça le résoudra pas. De même que si à un moment donné on n'a plus de place pour écrire du nouveau code, voilà, même si on utilise très peu de RAM, ça ne résoudra pas le problème non plus. Donc il faut un petit peu jongler avec ça. Alors la première version de Cat, pour info, elle utilisait 2068 octets de programme, hein, enfin 4 avec l'exemple, et 183 octets de mémoire. Énorme. Et c'est vrai que certains on fait remarquer que ça pouvait quand même éventuellement être beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai écrit 4, la première version, moi, d'un mur où j'ai jamais été emmerdé, je suis pas spécialement fait gaffe. Mais là, j'ai travaillé à améliorer, on va dire, l'empreinte mémoire. Et on voit que maintenant, sachant que le programme exemple marche exactement de la même manière, je suis descendu à 1874 et 143. Ce qui est quand même un gain de 194 octets pour la mémoire programme et 40 sur la RAM, ce qui est, enfin, je veux dire, la partie globale, et ce qui est quand même, ma foi, pas mal. Alors, bien sûr, pour faire ça, j'ai fait quelques modifications et quelques choix, et j'ai même rajouté, comme on va le voir, une option, en fait, à 4. Alors, on va voir ça ici en détail. Alors, juste un mot aussi, là je vous montre pas Visual Code comme j'ai dit, mais je vous montre l'IDE Arduino. Alors ça pour deux raisons. D'abord pour vous montrer qu'on peut aussi très bien l'utiliser, hein, je veux dire, enfin, il n'y a rien qu'empêche, même si on a un éditeur, on va dire, moins performant. Mais en même temps, il y a un petit bug en ce moment, enfin un bug, c'est pas sûr que c'est un bug, enfin du moins un truc qui est très chiant, c'est que sur Visual Code, pour avoir ces informations-là, pour l'instant, on est obligé de demander l'affichage, on va dire, ce qu'on appelle verbose, c'est-à-dire de toutes les infos. Et à chaque fois qu'on compile le bignou, il nous met des tonnes de lignes. Et pour avoir ces infos-là, qui sont finalement pour moi les seules intéressantes, hein, s'il n'y a pas d'erreur, eh ben c'est la galère. Alors que si on dit qu'on veut un affichage limité, il le fait pas. Enfin, a priori, c'était remonté aux auteurs du truc, ils devraient y travailler. Enfin, c'est pour ça que là, vu qu'on va parler mémoire, j'ai utilisé l'Arduino IDE. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici comme optimisation? Alors, la première, elle consiste en gros sur le compteur de tâches. Compteur de tâches, à l'origine, j'avais mis int. Or, int, alors, par défaut, sur Arduino, ça utilise 2 octets.
Et en fait, ça peut aller de... Alors, ça dépend si c'est un signed int ou un unsigned, mais enfin, s'il est unsigned, il peut aller jusqu'à 65 000 ED, et c'est un petit peu... Enfin, c'est overkill. C'est-à-dire, là, en utilisant un simple octet pour compter le nombre de tâches, on peut en avoir jusqu'à 255, ce qui, ma foi, quand même, me paraît largement suffisant. Enfin, il y a même très peu de chances qu'on ait 250 instances de tâches. Donc là-dessus, hein, voilà, ça vaut le coup. Bon, ok, on gagne. Alors, on gagne bien sûr un octet, je veux dire, ici, au niveau de la mémoire, mais on gagne aussi au niveau du code. Parce que, à mesure où l'Arduino, c'est à la base un truc 8 bits, il va générer moins de code pour gérer un truc sur un octet que sur deux. Donc ça, c'est la première changement que j'ai fait, et ça change rien. Alors, le deuxième truc que j'ai utilisé, c'est au niveau de lastMili. Qu'est-ce que fait lastMili? LastMili, je rappelle, c'est qu'il compare la dernière valeur de Mili avec celle actuelle, et en fait, ce qu'il a besoin de savoir simplement, c'est si, en gros, il y a une milliseconde de passé. Or, faire ça, le principe est bon, mais c'est un petit peu con, parce qu'on l'a vu, Mili, à la base, c'est sur un unsigned long, c'est-à-dire ça fait 4 milliards et des de possibilités, 4 milliards de millisecondes, c'est ce que je disais, hein, ça peut faire 50 et presque 50 jours en délai, mais c'est un petit peu débile en fait. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il a changé. Si je garde la dernière valeur de Mili, en fait, sur un seul octet. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'on appelle un cast quelque part, c'est-à-dire que je vais changer la valeur de Mili qui est sur 4 bits sur un seul bit. En gros, c'est comme si je faisais sa valeur modulo 255. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il va compter en fait jusqu'à 255 et puis voilà, enfin tous les 255 il retombera sur ses pattes. Mais finalement, j'en ai strictement rien à foutre. Regardez bien hein, dans la boucle ici qui m'intéresse, c'est juste de voir si ça a changé. Donc là, si je prends la valeur de Mili sur simplement 8 bits et je regarde si ça a changé et je la réinitialise, en fait, ça change rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas sa valeur, c'est juste de savoir si elle a changé. Alors, bien sûr, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en faisant ça, si, par le plus grand des hasards, le temps de faire tout ça, ça fait que derrière, on tombe pile poil sur la même valeur, c'est vrai que ça peut arriver. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, au pire, on va perdre une milliseconde. Et puis, le coup d'après, ça va marcher. Et c'est pas très gênant. De toute façon, on l'a vu. L'architecture même de 4, de toute façon, c'est pas un truc qui a une super précision au niveau du temps des tâches. Donc, honnêtement, c'est pas gênant. Donc, en faisant ça, déjà, on peut voir aussi que, on gagne 3 octets. Dans la mesure où avant, ici, j'en avais 4, maintenant, j'en ai 3. Et voilà, là, j'en ai gagné 1 ici et 3 ici, ce qui explique pourquoi, j'ai gagné, on va dire, 4 octets, sur, la RAM, dans le cas, comme on va le voir, où j'ai pas fait d'autres optimisations. Mais voilà, ça c'est les deux changements que j'ai fait à ce niveau-là, et voilà, en fait, change rien dans le fonctionnement et déjà gagne un peu. Alors mine de rien, le simple fait de faire ça, ça a aussi permis de gagner quand même un petit peu de code dans la mémoire de programme, parce que je suis passé de 2068 à 2030, et ce qui est ma foi quand même intéressant, voilà, et tout ça simplement parce que pareil, il manipule des octets au lieu de manipuler des trucs plus grands. Alors un petit mot sur un truc qui peut être intéressant, c'est ici. Un internaute m'a dit, en même temps, t'as pas besoin d'initialiser lastMili à 0, parce que le fait de faire ça, je veux dire, en fait, c'est pareil, quelle que soit sa valeur, c'est pour savoir si elle a changé. Alors, dans le principe, c'est vrai, mais ici, ça va rien gagner. Alors, ça va rien gagner, c'est à cause d'une particularité du C. Là, on voit que c'est 1874. Regardez, si j'enlève ici l'initialisation et je revérifie, donc il me recompile, et on voit que c'est toujours 1874. Donc en fait, ça change rien. Par contre, on voit que si je change de valeur, si par exemple je mets n'importe quoi 58, là on voit qu'il va prendre un petit peu plus. Voilà, la 1876. Alors pourquoi ça? Pourquoi? Parce que il y a une norme dans le C qui dit que les variables statiques, elles sont d'office initialisées à 0. Il n'y a pas besoin de le faire. En fait, ici, là, je mets égal 0, mais si je le mettais pas, là, pareil, ça marcherait exactement pareil. Alors, c'est lié au fait, alors je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est que normalement, quand on a des architectures genre von Neumann, justement, où le code
et le programme sont au même endroit, souvent les variables statiques elles font partie du code. C'est-à-dire en gros elles peuvent déjà être mises à zéro, je veux dire à quasiment autant de moment de la compilation. Donc ça coûte pas de le faire. C'est pour ça que la norme du C impose ça. Maintenant sur une architecture genre Harvard, bah en fait, il faudra quand même la mettre à zéro. Là, ce qui change dans le code, c'est probablement que dans le 4.0, il doit faire un clear, un truc comme ça, alors que sinon, bah, il fait un adressage immédiat pour le faire. Enfin voilà, alors, ce qu'on voit quand même, c'est que je laisse quand même le égal 0, parce que voilà, faut le faire par défaut. Attention, hein, c'est vrai que sur les statiques, ça, par exemple, normalement, c'est pas vrai, c'est pas des statiques, ça, hein, donc c'est important de le faire. Enfin voilà, bon voilà, de toute façon au pire on voit que c'est peanuts, mais ici donc d'enlever ça, même si c'est vrai que fonctionnellement de pas initialiser last milli ça changerait pas, c'est pas très gênant. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour gagner encore plus à l'origine, on voit que quand la tâche register, est-ce qu'on garde en fait le fameux loop delay et le cure counter, pareil c'était des U longues. Donc sur 4 octets. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est besoin de garder tant que ça? C'est-à-dire que si je garde ça, par exemple, sur un seul octet, ça veut dire que ça ira jusqu'à 255. C'est-à-dire que ma tâche, je pourrais lui dire, appelle-moi loop de 1 à 255 millisecondes. Là, pour le coup, c'est assez petit. On pourrait le faire, mais c'est assez petit. Par contre, si on code sur 2 octets, on va aller jusqu'à 65 535 quelque part. C'est-à-dire 65 secondes. Or ça, si on regarde bien dans la plupart des usages, et c'est le cas d'exemple, il y a quand même peu de chances qu'on se mette une période de tâche qui soit supérieure, on va dire, à 65 secondes. Donc ça sert à rien de mettre plus. Sauf si on a une appli, par exemple, on a besoin de faire un truc, je crois, tous les jours, un truc comme ça. Donc en faisant ça, je me suis dit, bah en fait, je crée une option, ce qu'on appelle une option de compilation, qui permet de dire à Cat, en gros, est-ce que on travaille sur 2 octets, c'est-à-dire d'aller jusqu'à 65 635, ou sur vraiment la durée maximum, qui est donc de 49 jours et des poussières. Alors comment j'ai fait ça? J'ai défini ce qu'on appelle une option de compilation, c'est en fait un define, et qui est cette option-là. En gros, qui dit petit compteur, en fait. Hein. Ça veut dire que si jamais on met cette ligne en commentaire, on travaillera comme avant, en fait, dans la version 1, je veux dire, sur 32 bits, c'est-à-dire 54 jours, ou sinon, c'est limité à 65 000. Donc, ici, qu'est-ce que je fais ensuite? Cette option, en gros, je me suis créé, en fait, un type de compteur qui, derrière, type mes variables. Voilà. C'est-à-dire que là, je lui dis, si cette option est définie, mon type, c'est sur 16 bits, alors sinon, c'est sur 32. Et là, on peut voir que, voilà, le register, il prend ce type-là, et on voit aussi, bien sûr, que les membres ici, compteur et loop, sont aussi de ce type-là. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, on voit que c'est très facile à faire, mais on voit tout de suite le gain. C'est-à-dire que là, on voit que j'utilise 1876, mais si je veux avoir des périodes plus longues, il suffit que je mette le define ici en commentaire, et on voit que si je recompile, voilà, toc, maintenant, j'utilise 2030 au lieu de 1874. C'est-à-dire que, voilà, au lieu de gagner par rapport à la V1 194 octets, j'en gagne 38. Et voilà. Mais en effet, c'est un choix. Alors, je l'ai mis comme ça, c'est que quelqu'un reprend 4, parce qu'à mon avis, quand même, je pense que dans 99% des applications, c'est suffisant de le faire comme ça. Après, on pourrait peut-être même le faire sur un seul octet, mais comme j'ai dit, là, pour le coup, honnêtement, j'en vois quand même moins l'intérêt. Voilà, rien ne vous empêche de le faire. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors j'ai bien sûr mis à jour l'exemple là, donc de la version 1.3 sur mon repo Git, qui est toujours en commentaire. Et voilà, après vous pouvez regarder, vous regardez même les différentes évolutions. Encore une fois, ça reste complètement open source et utilisable exactement comme vous voulez. Tiens Maurice, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es encore engueulé avec Pincette? C'est pas possible, pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? T'as vu le voisin, il embrasse sa femme tous les matins, tu devrais faire comme lui. Ah ouais, alors? T'as dit oui, mais je la connais pas très bien, elle voudrait peut-être pas. Et ouais, depuis il te fait la gueule, bah ouais. Toi, t'es pas multitâche, en tout cas. Enfin voilà, bon, en ce moment, j'ai beaucoup de fer sur le feu, comme on dit, mais
J'espère quand même continuer à vous montrer des trucs dès que possible. Là-dessus, codez bien, faites de beaux programmes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.